Donc aujourd'hui, notre séance va tourner en partie autour du son. Nous allons voir, nous sommes très impatients d'écouter nos invités, que nous remercions très chaleureusement d'avoir fait le voyage de Belgique et de Grenoble pour venir parler ici à Pau. Donc comme d'habitude, on fera un échange à la fin, donc 45 minutes de parole pour chacun. On commence par la science comme d'habitude et on poursuit avec la littérature et on fait toute la partie débat à la fin de deux interventions. Donc on croise les questions pour l'un pour l'autre et aussi voilà, il y a cette idée de dialogue. Donc si vous voulez, vous pouvez carrément vous poser des questions l'un à l'autre. Voilà, donc je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Bonjour Chimène. Donc on peut commencer avec Adèle. Donc je te laisse la parole. Si tu veux ajouter quelque chose déjà, Solange, et pour introduire. Je vais vous présenter. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adèle de Baudouin, qui est à la fois donc, chercheur en écoacoustique, mais aussi compositrice de paysages sonores, c'est-à-dire de compositions qui allient une pratique d'audio naturaliste, donc d'aller, Adèle nous le dira mieux, mais d'aller mettre des micros dans la nature quoi, pour capter les sons des animaux, mais aussi des sons géologiques et de l'électroacoustique. Donc Adèle a fait sa thèse entre écoacoustique et musicologie, donc à la fois au MNHN pour la partie écoacoustique et à l'université Paris-Saclay pour le côté musicologie. Et il a soutenu une thèse intitulée donc, Visualisation et écoute des paysages sonores pour l'écologie et la musique électroacoustique, donc avec ce travail sur, donc on voit aujourd'hui je crois en partie, la visualisation de ces compositions sonores. Et donc aujourd'hui, le titre de ta présentation, c'est Entre écologie et musique, les paysages sonores comme représentation du vivant. Merci. Alors, pour commencer, vu qu'on m'a dit que c'était possible de faire une forme un peu libre, je vais commencer par vous lire un texte. Dans mon travail de recherche et artistique, je choisis de porter mon écoute sur des éléments sonores minuscules, insignifiants, imperceptibles. Me focaliser sur le son de ces êtres et de ces lieux, c'est donner à entendre des existences invisibles, transmettre des voix bien trop souvent étouffées, écrasées par les sociétés humaines et leurs ravages. Révéler des sons auxquels on ne prête habituellement pas attention permet de visibiliser leur place dans les environnements. En tout cas, c'est mon impression. Celle des moches, des gluantes, des velus, des êtres étranges. L'absolue nécessité de leur existence. C'est la compositrice et chercheuse Hildegard Westerkamp qui dit qu'elle aime placer le microphone très près des sons minuscules, silencieux et complexes de la nature, puis les amplifier et les mettre en valeur. C'est peut-être de cette manière que l'on peut comprendre que ces sons naturels occupent une place importante dans le paysage sonore. S'intéresser à l'invisible, c'est repousser des évidences. S'intéresser à l'invisible, c'est reconsidérer les relations qu'on tisse avec celles qui nous entourent. Porter son attention sur ces sons, c'est créer du lien. Un lac. On dirait une étendue silencieuse. Aller chercher le chant des insectes qui vivent sous la surface, c'est révéler un univers inconnu de nous. Et elle révèle un monde invisible qu'en tant qu'humaine, humain, on ne peut pas percevoir. Un monde qui vit sans qu'on y prenne garde, sans qu'on y soit actif, active. Ça remet à sa place d'être parmi d'autres êtres. Au bord du lac de Bellefontaine, un printemps dans le Jura, les cloches des vaches au loin, le vent qui souffle dans la ripisylve, le clapotis de l'eau, du soleil, enfin, il fait bon. J'avance de quelques mètres dans l'eau. À travers mes bottes, je sens le froid de cette eau de montagne qui atteint à peine mes chevilles. Quelques instants de pause, et je plonge mon hydrophone sous la surface. Changement d'univers. Tout est plus proche, comme si l'eau coulait contre mes oreilles.
c'est sourd aussi. On dirait que tout est atténué. Bruit de fond et silence. Je me concentre et j'entends un crissement au loin. C'est un processus long et minutieux pour me rapprocher de la source sonore, vers ce petit être qui est son propre monde. Micronecta, punaise subaquatique, enchantée. Le signal est plus fort, je me fige, bras tendu, hydrophone tendu. Un fil tendu qui relie mes oreilles à ce monde subaquatique. Cette stridulation, elle est issue du frottement du paramère contre son abdomen. En l'écoutant, j'accueille une existence éloignée de la mienne. Pendant un instant, on fait corps, collectif. Petit son invisible produit par une petite bête invisible. Personne ne pense à t'écouter, Micronecta. Un son non charismatique. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, certains. Je ne peux pas m'empêcher de penser. Ta voix que l'on assèche et réduit au silence, c'est celle des plus pauvres, des colonisés, des racisés, des femmes, des enfants, des queers, des arbres, des zones humides, des animaux non humains, et bien d'autres. Écouter, c'est aussi s'entendre, créer des accords. Il va pas pouvoir s'arrêter. Alors le petit son qu'on vient d'entendre, c'est celui d'une punaise subaquatique. Vous pouvez voir une photo à l'écran. Alors là j'ai mis une espèce en particulier, mais en fait là le son que moi j'ai enregistré, je ne sais pas quelle espèce c'est. Ça reste encore très mystérieux, on ne connaît pas encore trop les espèces qui vivent sous l'eau, en tout cas en eau douce. Peut-être que dans les espèces, dans les mers, les océans, il commence à y avoir pas mal de recherches là-dessus, mais en tout cas pour les petits insectes subaquatiques d'eau douce, il y a des gens qui travaillent dessus, mais ça reste encore très mystérieux. Des fois on enregistre des choses et on ne sait pas ce que c'est. En tout cas ça semble être une punaise subaquatique. Et donc cette prise de son elle a été réalisée dans le parc naturel régional du Haut-Jura en 2019, si je ne me trompe pas, donc avec un hydrophone. Donc c'est voilà, le petit micro qu'on peut voir à droite de l'écran, donc qui permet d'aller sous l'eau et en fait on peut enregistrer des tout petits animaux. Enfin là en fait il y a une Micronecta à l'écran mais qui est toute petite, on ne la voit pas, c'est vraiment ridicule. Et voilà, ça c'est des prises de son que j'ai réalisées pendant ma thèse, donc, où je travaillais sur le parc naturel régional du Haut-Jura. Et le texte que je viens de vous lire, du coup il est issu d'une résidence artistique que j'ai réalisée, en fait là, c'était il n'y a vraiment pas longtemps, en janvier, avec une compagnie de théâtre pour la création d'un spectacle qui s'appelle Cataphonie et qui devrait être fini d'être réalisé, je pense, l'année prochaine, parce qu'il est complètement en construction maintenant. Et du coup, je suis allée faire une résidence d'une petite semaine avec donc Guillaume Mika, qui est le metteur en scène, Valérie Feder, qui est vidéaste, et Itu Chang, qui est comédienne. Et donc pour essayer de participer à ce projet qui consiste à... Alors je ne peux pas tout vous dire pour le moment sur la pièce de théâtre, mais en tout cas voilà, il y a des visualisations de paysages sonores, ça se passe dans une grotte, et il se passe plein de choses autour du son, et il y a notamment une personne qui joue, une personne qui fait de l'éco-acoustique. Voilà. Donc j'ai pu travailler avec elle et c'était très chouette, c'était très enrichissant de faire cet aller-retour entre art et science. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très chouette qui m'a permis moi de prolonger aussi certaines réflexions que j'avais dans mon travail de recherche après ma thèse. Donc, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus classique. Du coup voilà, moi je suis bien Adèle de Baudouin et je fais de la recherche donc transdisciplinaire entre art et sciences. J'ai travaillé, comme ce que disait Solange, sur la visualisation et l'écoute des paysages sonores, donc pour une thèse que j'ai soutenue il y a presque 2 ans maintenant, c'était en mai 2024, avec Jérôme Sieur du Muséum national d'histoire naturelle et Pierre Coupry de l'Université Paris-Saclay qui m'ont co-encadré. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler de... Ça reste sur ma thématique, je vais vous parler d'une partie de mes recherches, mais pas de tout, parce qu'on n'aura pas le temps. Et on va essayer vraiment d'aborder en première partie quelque chose d'un peu plus, un contexte autour des paysages sonores,
Et puis ensuite, j'irai plus sur un projet de recherche-création que j'ai pu faire. Et voilà, à savoir que moi j'ai une formation d'écologue à la base, et je me suis mis à la prise de son et à la composition plus tard. Voilà, donc j'ai vraiment une formation de scientifique plutôt initialement. Donc ça m'a demandé d'ouvrir des portes sur d'autres choses après. Donc voilà, un petit peu de contexte. On va commencer sur quelque chose de très simple et puis ça va permettre de poser un petit peu des bases. Peut-être que vous avez déjà plein de connaissances là-dessus, mais je ne savais pas trop. Donc, Alors, à savoir que, voilà, pour parler un petit peu, quand on parle de paysage sonore, en fait, à la base, on parle d'enregistrement animalier. Donc, ça, on va dire que les premières prises de son dites animalières, elles ont commencé à peu près dans les années 1880, quand il y a eu du matériel qui permettait d'enregistrer. Parce qu'avant ça, les sons de la nature, en fait, c'était plus possible de les transcrire juste avec notre oreille et à la main. Ou alors voilà, à l'oral. Il y avait aussi beaucoup de transmission orale autour de ces connaissances-là. Mais c'est vraiment avec le développement d'une certaine technologie qu'on a pu en fait inscrire les sons de la nature. Et les premiers sons qui ont été enregistrés, et ben, c'était ceux qui étaient à proximité, parce que c'était du matériel qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, qui était beaucoup plus gros et qui était même, à la base, c'était vraiment dans les maisons. Donc on s'est centré sur les enregistrements des chants d'oiseaux, notamment des animaux qui étaient en cage, on faisait des portraits. Et à savoir aussi que ces enregistrements animaliers, ils ont été, il n'y avait pas que des enregistrements dits animaliers, c'était aussi des enregistrements qui étaient menés par des anthropologues, donc, notamment des peuples autochtones, de leur langue et de leur chant. Donc ça a été vraiment une espèce de gros pack, on enregistrait et les animaux et les peuples autochtones. Donc ça a à peu près commencé comme ça. C'est un peu rapide, mais voilà, il y a 2 références en bas qui permettent d'aller un peu plus loin là-dessus. Je pourrais vous les donner aussi si ça vous intéresse. Donc ensuite, cette pratique, elle s'est déplacée plus dehors, en ayant du matériel qui permettait vraiment de pouvoir sortir. Donc il y a eu la pratique du field recording et de l'audionaturalisme qui s'est développée. Donc la prise de son de terrain et l'enregistrement des sons de la nature, qui au début était vraiment centré sur le chant toujours des oiseaux, mais après aussi sur d'autres espèces. Mais ça restait toujours quand même assez centré sur des chants, sur des portraits. En France, oui, c'est une pratique qui est encore beaucoup menée. Ça a été beaucoup aussi en Angleterre, mais aussi en France. Il y a notamment Jean-Claude Rocher, qui est un peu un des précurseurs, qui est décédé, si je ne me trompe pas, l'année dernière, il n'y a pas très longtemps, et qui a constitué une énorme banque de données et qui a commencé à sortir avec du matériel qui était énorme et qui après s'est réduit, parce que maintenant on a des zooms, des choses toutes petites, mais à savoir qu'avant, ils se déplaçaient même avec des voitures pour déplacer le matériel. On va l'entendre un peu. Donc ça, c'est un merle de roche. Et c'est une prise de son qui a été faite par Jean-Claude Rocher, dont je vous parle. Donc ensuite, on a décalé notre écoute sur quelque chose de beaucoup plus large. Peut-être que maintenant, ça nous semble logique de parler de paysage sonore, mais ce n'est pas quelque chose qui était forcément évident. Donc un paysage sonore, qu'est-ce que c'est? Ça va être vraiment un ensemble de sons qui sont issus d'un espace. Donc, par exemple, si je vous fais écouter ça, je ne sais pas si on entend très bien. Donc là, en fait, on va entendre plusieurs choses dans cet enregistrement. Donc c'est une prise de son qui a été réalisée, pas du tout à but scientifique, c'était plutôt du naturaliste. Voilà. Du coup, en 2019, c'était dans une estipe de Haute-Provence. Et, on va entendre plusieurs choses sur cette prise de son. Donc là, on n'entendait pas forcément très très bien, mais on entend les cloches des brebis. On va avoir aussi le pas des chèvres, le bruit des orthoptères qu'on entend très fort en premier plan, une espèce de crissement là. Les orthoptères, c'est les sauterelles, les grillons. On entend aussi le cri de la bergère. Et au loin, on entend le bruit d'un avion, mais aussi le vent qui souffle en haut de la montagne. Donc vraiment, ce paysage sonore, ce qu'on appelle un paysage sonore, c'est un ensemble de sons qui émanent d'un lieu à un moment donné. Mais selon l'endroit où on va être, si on est au premier plan, là où moi j'avais posé mes micros, on va entendre là ce qu'on vient d'entendre.
Mais si on est un peu plus loin, en haut de la montagne, on ne va pas du tout entendre la même chose, ou plus bas, pas du tout la même chose. Alors vraiment, le paysage sonore, il va dépendre vraiment de l'endroit où on va être, du temps, du moment T où on va être, mais aussi de qui on est. Selon l'endroit, selon qui on est, on ne va pas forcément percevoir les mêmes choses. Alors bien sûr, des micros, ils vont entendre tout, ils vont tout enregistrer, mais nous, en tant qu'individus, on ne va pas percevoir les mêmes choses d'un paysage sonore. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez situé, quoi. Voilà, le concept de paysage sonore, en fait, il a été développé, popularisé par le compositeur Murray Schafer dans les années 60-70, pour désigner à la fois un environnement qui est spatio-temporel, physique, mais aussi une perception de cet environnement, depuis des critères qui sont spatio-temporels, physiologiques, culturels, politiques aussi et sociétaux. Donc c'est issu des travaux du World Soundscape Project, qui ont été menés au Canada dans les années 60. Donc ça va permettre de développer une discipline qu'en France on appelle l'écologie sonore, mais en anglais c'est plutôt acoustic ecology, donc c'est pas exactement la même chose, il y a des petits dérivés, mais voilà. Moi je vais parler d'écologie sonore, qui met vraiment au centre la question de l'écoute, qui est envisagée entre autres comme un lien entre les humaines et leur environnement, mais vraiment depuis cette approche qui est transdisciplinaire, parce que qui est à la fois scientifique, esthétique, philosophique, sociale. Ça va permettre d'alerter sur la destruction des environnements sonores, c'était vraiment le propos de base, et aussi permettre d'étudier les relations entre les humaines et leur environnement sonore. Donc il y a une dimension aussi plus artistique qui est développée grâce aux travaux, entre autres, d'autres personnes aussi, de la chercheuse et compositrice Hildegard Westerkamp. Ça va vraiment se développer pour donner naissance à la composition de paysages sonores, la soundscape composition. Vraiment, on va aller faire des prises de son dans les espaces naturels et faire de la composition avec. Et c'est vraiment destiné à améliorer la compréhension et la perception des environnements. Donc il y a plein de formes possibles, les sons peuvent être plus ou moins mixés, changés, mais il y a vraiment cette volonté derrière toujours d'améliorer la compréhension, la perception des environnements sonores, de les donner à entendre. Il y a aussi toujours l'audio naturalisme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc issu du field recording, de l'enregistrement de terrain, qui est centré sur la captation et l'identification des champs, mais qui va aussi s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large et sur les paysages sonores de façon un peu plus large, pour traiter des questions vraiment enregistrer l'ensemble des phénomènes sonores naturels, pas juste les champs. Et plus récemment, on va avoir l'écoacoustique, qui est la science qui étudie la biodiversité avec le son, qui va remobiliser la notion de paysage sonore. Quand je dis plus récemment, c'est vraiment il y a une vingtaine d'années, c'est une discipline qui est très récente. Et ça va permettre de traiter des questions d'écologie scientifique, comme le suivi de la biodiversité à des larges échelles, mais aussi l'étude de la pollution sonore. On travaille sur des champs qui sont assez variés, toujours avec le son qui est utilisé un peu comme un outil, pour étudier la biodiversité. Donc vraiment, cette écologie sonore, elle est pensée, elle est pensée pour lutter contre l'impérialisme sonore des sociétés industrielles, dans la pensée de Murray Schafer. Mais à savoir qu'elle a aussi de nombreuses fois été contestée, discutée depuis ses débuts, parce qu'elle sous-tend une conception qui est assez conservatrice de la nature. Donc, en effet, les paysages sonores, ils sont souvent pensés, même le terme de paysage sonore, c'est quelque chose qui est extrêmement situé. On parle de quelque chose qui est issu de l'esthétique occidentale, où on pose un cadre sur la nature, pour faire un peu simple, un peu rapide. Et voilà, du coup, ces paysages sonores, ils sont souvent pensés au travers de la notion de wilderness, de nature sauvage, qui propage quand même un imaginaire d'une nature qui est originairement pure, harmonieuse, où il n'y a pas d'humain à l'intérieur. L'activité humaine, elle en est vraiment exclue. Et c'est aussi important, je pense, de rappeler que l'écologie sonore, elle prend racine au Canada. Donc c'est un territoire où l'histoire des parcs naturels, elle est vraiment issue de pratiques coloniales extrêmement violentes, qui ont entraîné l'expulsion, la torture et la mise à mort des nations autochtones dans les premiers parcs du Sud. Donc cette pensée de la nature, elle est quand même liée à tout ça. Et avec les paysages sonores, c'est quand même le cas, même si c'est pas forcément direct. Mais voilà. Donc l'écologie sonore, c'est vraiment... puis aussi l'ensemble de nos travaux, donc aussi audio-naturalistes, de compositeurs, compositrices de paysages sonores, et aussi en écoacoustique, c'est vraiment lié à cette histoire.
Et moi, ça me semble important de garder ça en tête et de discuter dans nos protocoles, dans notre façon de nous poser des questions scientifiques ou artistiques, de garder cette chose-là en tête et de ne pas reproduire des pratiques voilà, qui proposent cette approche. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de recherche et son des environnements. Alors juste pour vous présenter un petit peu rapidement le travail qu'on peut faire en écoacoustique, puisque je ne sais pas si vous êtes trop familière avec ce genre de travaux. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est l'installation de matériel de prise de son dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Donc ça, c'est une étude qui est menée par le Muséum d'histoire naturelle avec l'équipe de Jérôme Sieur, le laboratoire IR, et le parc naturel régional du Haut-Jura, où en fait on va installer des enregistreurs passifs automatiques dans les arbres. Donc c'est ce qu'on voit en haut là, qui est recouvert d'une petite protection pour la pluie. Et hop, voilà, on le voit un peu mieux. Du coup, il y a 2 micros sur les côtés, et ça, souvent le protocole qui est mis en place, c'est qu'on va enregistrer 1 minute tous les quarts d'heure. Ça donne une bonne idée voilà, comment est-ce qu'on peut représenter un paysage sonore puis donner suffisamment d'informations scientifiques. Donc c'est pas des qualités de son qui sont forcément incroyables, mais ça suffit pour avoir des informations au niveau des fréquences sonores, si on a vraiment besoin de ça. Le but c'est pas forcément de les réécouter de façon esthétique après. Mais voilà, c'est avec ce genre de petit matériel. Et donc on va aller chercher après avec ces enregistrements des informations sur la biodiversité. Par exemple, donc la richesse de l'enregistrement, donc le nombre de sons différents, ou la complexité d'un paysage sonore, ou autrement dit sa diversité sonore, et voir si ça change dans le temps ou dans l'espace, et voilà, comparer différents endroits entre eux, différents moments. Donc ça va être vraiment selon la question qu'on se pose. Et ça peut être fait en utilisant des algorithmes, parce qu'on ne va pas tout réécouter, on n'annote pas, même si au début c'était ça, on a noté, on a réécouté tout, on a noté. Donc maintenant on a quand même d'autres outils. On va utiliser des algorithmes qui calculent des indices acoustiques, qui vont calculer en fait une valeur mathématique sur un temps donné, donc sur une petite portion de son, plein de portions de son, et après on va les comparer entre eux. Et ça va représenter cette valeur mathématique, la richesse ou cette diversité sonore. Ça c'est une façon de faire. Mais aussi, il y a de plus en plus, on utilise de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, pour identifier par exemple le son de chaque espèce dans un enregistrement. Mais personnellement, moi je ne travaille pas avec ça, donc je ne peux pas vous en dire bien plus. J'ai choisi de ne pas travailler avec de l'IA, mais avec d'autres outils. Et hop, donc ça c'est vraiment juste pour vous montrer le genre de résultats qu'on peut avoir. Donc les travaux qui ont été menés là dans le parc naturel régional du Haut-Jura, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont été posés les micros, je crois que c'était 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et l'idée c'est de faire des études à très long terme, donc 10 ans, 15 ans. Donc pour le moment on n'a pas des résultats encore très probants, je ne peux pas vous montrer des choses sur l'évolution de ce paysage sonore, et notamment la grosse question c'est est-ce qu'il va y avoir un changement avec le réchauffement climatique. A priori oui, parce que c'est une forêt d'altitude qui est en train de sécher complètement sur pied avec le réchauffement. Vraiment on voit les arbres sécher, donc a priori au niveau sonore il y aura aussi des changements. Et donc là c'est en tout cas une étude un peu préliminaire qui a été faite au sein du labo par Ellie Griffender, et du coup on peut voir que il a permis de montrer que notamment il y avait 75% du temps dans la forêt de Burizou, donc c'est la forêt qui est étudiée, 75% du temps il y avait des bruits d'avion. Donc ça permet de vraiment montrer que même dans un espace qui est dit un espace protégé, au niveau de la biodiversité sonore, c'est pas forcément, il y a des impensés autour de ça, et il peut y avoir de la pollution sonore. Voilà. 75% du temps c'est énorme quand même, c'est quasiment tout le temps. À savoir que c'est un espace qui est vraiment sur un croisement c'est quand même très particulier, c'est sur un croisement de différents aéroports, quoi, avec la Suisse, la France. Mais on entend tout le temps, même quand on fait des prises de son, on entend quasiment tout le temps des avions. Et a priori, ça peut avoir quand même des impacts sur la biodiversité et aussi sur nous, parce qu'on est aussi très sensible, les animaux humains et non humains, à tout ce qui est pollution sonore, au niveau du stress, du sommeil, énormément de choses. Et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment considéré, mais ça devrait.
Et voilà, ça aide juste à différencier de la bioacoustique, avec laquelle on est peut-être un peu plus familière. Donc la bioacoustique, ça va être c'est une science qui est beaucoup plus ancienne. On va travailler plus sur la communication entre les individus. Donc là, on a une chercheuse qui fait, on voit, je sais pas si on voit, mais en bas, c'est un phoque. Et du coup, on va plutôt enregistrer on va travailler sur des chants, du coup, sur la communication du chant, pas forcément que des chants, des cris, mais voilà, des communications entre les espèces. C'est au Québec, ça? Je sais pas où aller. Je suis désolée. Je crois qu'elle travaille dans tellement d'endroits différents. En Afrique du Sud aussi, je crois. Mais là, je ne saurais pas reconnaître l'espèce de phoque en plus. Donc voilà, il y a aussi des artistes qui travaillent sur le son des environnements, donc de façon très variée. On ne va pas rentrer dans les méga détails, mais voilà, field recording, compositeur, musicienne, c'est extrêmement varié. Dans la pop musique, on va avoir, Björk par exemple, qui va utiliser des sons de la nature pour faire de la musique. Dans la techno, dans la trance musique, on utilise aussi beaucoup de sons de la nature. Au milieu, on a une photo de Rim Nuyua qui est à la fois chercheuse sur les chauves-souris, donc là c'est ce qu'elle a dans ses mains, mais elle fait aussi de la noise avec, donc de la musique expérimentale plus. Et à gauche, donc on a une photo de Anea Lockwood, donc moi c'est un peu plus ce qui m'intéresse, c'est un peu plus mon sujet d'étude. Donc ça va être des gens justement qui font plus de la composition de paysages sonores, donc qui vont aller chercher des sons de la nature et qui vont en faire des pièces, voilà, comme je vous disais, assez variées, différentes. Là, elle a beaucoup travaillé sur une carte sonore du Danube, où elle allait faire plein de prises de son le long du Danube, de la forêt noire jusqu'à la mer Noire, avec sa compagne, la compositrice russe Anderson. Et selon ses propos, elle ne souhaite pas cataloguer ou capturer la rivière, mais faire découvrir et partager ses sonorités. Donc si vous avez l'occasion de l'écouter, je vous invite. Il y a des extraits en ligne, il n'y a pas tout. Parce que je crois que c'était une espèce d'installation sonore avec plein de prises de son montées les unes avec les autres. C'est très beau. Et elle a fait plein d'autres choses aussi. C'est une artiste sonore très variée. Du coup, juste pour finir sur cette grosse introduction, ce gros contexte, je voulais apporter cette question qu'on a un petit peu abordée au début. Est-ce que l'enregistrement des paysages sonores, est-ce que c'est une pratique qui est issue du colonialisme et les notions d'extractivisme sonore et d'écoute blanche? Alors c'est pas du tout mes mots, c'est des mots et des pensées qui viennent des chercheurs et compositeurs, compositrices décoloniaux, dont on peut voir les noms en bas. Notamment, c'est les travaux de Nimalan Yoganathan qui travaille au Canada, qui m'ont vraiment fait énormément réfléchir sur toutes les pratiques d'écologie sonore. Écologie sonore, mais aussi, je pense que éco-acoustique aussi, il faut aussi se poser ces questions-là. Et du coup, toutes ces questions, en fait, c'est souvent des prises de son qui sont réalisées dans des pays anciennement colonisés par des personnes occidentales. Et ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces sons. Donc cette notion d'extractivisme sonore, c'est on va aller chercher des sons, on va en faire des catalogues, ou alors les intégrer dans des musiques en dehors de leur sens d'origine, et au travers d'une écoute dite blanche. Donc là c'est le mot de Dylan Robinson qu'on voit en deuxième sur la ligne, au travers d'une écoute qui n'est pas celle du pays en fait initialement, quoi. Et évidemment il y a des façons de réfléchir à ces pratiques, et donc je vous invite à écouter et puis à lire plus de choses aussi sur le projet qui s'appelle Listening to Country, donc qui est un projet qui a été mené à l'origine par des femmes aborigènes et insulaires du détroit de Torres, incarcérées au centre correctionnel pour femmes de Brisbane, et qui ont sollicité des chercheuses, donc les chercheuses aborigènes Vicky Saunders et Bianca Bitson, et non aborigènes, donc Léa Barclay et Sarah Woodland, afin de faire de co-construire à plusieurs un CD de relaxation avec des sons qui sont issus des territoires dont elles sont originaires, afin de résister aux conditions carcérales dans lesquelles elles se trouvent du régime carcéral colonialiste australien. Et c'est un projet qui est vraiment co-construit et c'est très intéressant, donc il y a vraiment plein de façons de le faire très concrètes. Et du coup j'ai découvert notamment ce projet avec les travaux de Nimalan Yoganathan.
Donc je vais rentrer un peu plus sur moi, sur mon projet, après avoir vu tout ce gros contexte. Donc, comme on le disait au début, donc moi je travaille sur la visualisation et l'écoute des paysages sonores pour l'écologie et la musique électroacoustique. Donc voilà, on l'a déjà vu, mais le paysage sonore, qu'est-ce que c'est? Le concept de paysage sonore, il est utilisé pour désigner l'ensemble des sons qui émanent d'un lieu à un moment donné. C'est aussi une manière de percevoir cet environnement. En tant qu'individu humaine, le paysage sonore, c'est vraiment l'expérience d'une situation sonore qui va être définie par des critères spatiaux, temporels, physiologiques, culturels, sociétaux, on l'a vu juste avant. Donc c'est une expérience qui est, entre autres, subjective et indissociable du contexte socioculturel dans lequel l'auditeur et l'auditrice se trouvent. Donc voilà, on peut voir que dans sa définition historique, qui sont issus des travaux de Murray Schaeffer, que le paysage sonore il est utilisé pour désigner des environnements réels ou des constructions abstraites comme des compositions musicales issues de cette expérience d'une situation sonore. On a donc d'un côté des paysages sonores dits naturels et de l'autre des paysages sonores composés. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de penser ces paysages sonores. Moi, c'est vraiment de là où je suis, quoi. De mes travaux, quoi. Donc, ces paysages sonores naturels, ils sont étudiés dans le cadre de l'écoacoustique, donc la science qui étudie la biodiversité avec le son. Donc, au sein de cette discipline, le paysage sonore, il va être décomposé en 3 catégories qui peuvent être discutées. La biophonie, donc les sons qui sont produits par les organismes vivants. La géophonie, les sons qui proviennent d'éléments abiotiques, comme le vent, la pluie. Et la technophonie, donc les sons qui sont d'origine humaine, générés par les machines et la technologie. Donc cet ensemble de sources sonores, il va varier dans l'espace et dans le temps, à différentes échelles écologiques. Et dans le cadre de l'écoacoustique, cet ensemble de sources sonores, il va être enregistré et utilisé pour obtenir des informations écologiques. Et quand on parle de paysage sonore composé, on va faire référence à des compositions musicales qui utilisent des éléments indicatifs des environnements sonores pour la mise en forme d'œuvres musicales ayant recours à des techniques de manipulation acoustique et d'agencement sonore. C'est des définitions que j'ai choisies, on peut les rediscuter. Ces paysages sonores composés, donc, ils sont issus de stratégies de composition variées, où les enregistrements sonores ils sont plus ou moins transformés, montés, mixés. Et voilà, à savoir que ces pièces, la plupart du temps, elles sont destinées à améliorer la compréhension et la perception des environnements par les auditeurs et les auditrices. Et quand je parle d'électroacoustique, donc je désigne une catégorie musicale dont les paysages sonores composés sont un genre musical, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais c'est aussi une discipline, on va dire, universitaire qui va étudier, entre autres, la composition des paysages sonores sous l'angle de la musicologie. Donc là, j'utilise un petit peu à 2 sens. Donc ces paysages sonores, ils sont actuellement gravement menacés par les activités humaines industrielles qui provoquent donc, entre autres l'extinction des espèces non humaines, les bruits anthropiques, et ça va entraîner une altération profonde des paysages sonores. Et comme on a pu le voir, voilà, les scientifiques et les artistes vont alerter sur les menaces qui pèsent sur les paysages sonores et développer activement des études destinées à mieux comprendre leur fonctionnement et puis aussi sensibiliser à leur écoute. Donc, cette crise écologique et sociale qui touche les paysages sonores mais aussi les environnements, ça semble être, donc moi c'est l'angle que j'ai choisi un peu de prendre. Donc, d'après l'historienne de l'art Estelle Zong-Mengual et Baptiste Morisot, qui est chercheur en philosophie, accompagné d'une crise de la sensibilité, donc autrement dit un appauvrissement de ce qu'on peut sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Donc c'est pas les seuls à travailler sur ce genre de questions, c'est issu de plein de pensées, mais je pense que ça, peut-être vous êtes plus au courant que moi. Donc, en effet, du fait de construction esthétique occidentale post-industrielle, comme le modèle paysager dont on parlait tout à l'heure, on va avoir tendance à placer les humains, les humaines en dehors de la nature, et en considérant la nature comme étant une espèce d'ensemble de plans, on va se placer en dehors de celle-ci, et cette perception, elle pourrait nous empêcher de créer, entre autres, parmi plein d'autres choses, de créer des relations avec les environnements naturels. Et dans le contexte actuel, dépasser le dualisme qui nous sépare des autres êtres vivants, ça semble être quelque chose de vraiment un enjeu qui est vraiment majeur, quoi. Donc on s'est posé la question
de comment est-ce qu'on pouvait construire des nouveaux liens avec les vivantes et les environnements. Et donc une proposition qui peut être faite, c'est celle de créer des formes d'attention basées sur des significations qui proviennent des environnements eux-mêmes, les écouter depuis eux-mêmes. Et on va supposer que le paysage sonore, peut-être, il peut apporter des nouvelles formes de lisibilité de ces environnements. Donc en écoutant des paysages sonores, c'est à la voix des environnements naturels et des non-humains, non-humaines qu'on va porter notre attention, et à leur expression en tant qu'individus, et aussi aux relations qu'elles tissent entre eux et puis avec nous. Et donc dans la perspective de construire des relations aux environnements, porter des attentions sur les paysages sonores, ça semble être une piste d'où peuvent émerger des significations qui sont propres aux environnements, et notamment par sa position entre art et science, les connaissances qui sont issues du paysage sonore, elles peuvent permettre de créer des nouvelles formes de lisibilité des environnements, et qui sont à la fois esthétiques et aussi scientifiques. Donc, comme on a pu le voir juste précédemment, il y a deux disciplines qui étudient le son et les paysages sonores, donc l'écoacoustique et l'électroacoustique. Et les écoutes et les connaissances de ces deux disciplines qui sont développées autour des paysages sonores, elles semblent assez complémentaires. Donc centrées sur la biodiversité d'un côté, puis la façon dont celle-ci va être perçue de l'autre. Et il se trouve qu'en fait, sans le savoir, ces deux disciplines, elles ont développé des outils pour visualiser le son, et les paysages sonores en particulier. Donc en écoacoustique, la visualisation, elle peut être utile pour réaliser des analyses écologiques. En fait, analyser en un regard des grandes bases de données, sur 10 ans, 15 ans, 1 an même, enfin voilà, ça dépend des échelles sur lesquelles on se place. Donc à gauche de l'écran, on peut voir un exemple où il y a des enregistrements sonores automatiques qui ont été réalisés en Australie, où en fait ça permet de visualiser ces paysages sonores sur l'évolution de la présence des animaux sur toute l'année. Donc en vert, on a les oiseaux, en jaune les orthoptères, en orange les cigales, en bleu le vent. En fait, on peut voir en un regard comment se passe l'évolution au niveau du temps, leur répartition. En électroacoustique, ces visualisations elles vont plutôt être utilisées pour comprendre des éléments comme les gestes de composition, la structure des œuvres. Donc à droite de l'écran, on peut voir un extrait d'une transcription de Sud de Jean-Claude Risset. Et ça va nous permettre de visualiser l'agencement des différents éléments sonores utilisés par le compositeur. Donc ces visualisations, elles permettent de rendre le son de le rendre plus accessible, plus facile à être appréhendé, et d'avoir accès à des connaissances sur les paysages sonores à la fois naturels et composés. Donc on s'est posé la question suivante, comment améliorer la visualisation des paysages sonores et sensibiliser à leur écoute. Et voilà, au cours de ce travail, donc, on a proposé de lier pour la première fois vraiment écoacoustique et électroacoustique dans un cadre transdisciplinaire. De développer dans un premier temps donc, des nouvelles façons de visualiser et d'analyser les paysages sonores. Donc, je ne vous présenterai pas ces outils en détail aujourd'hui, mais ça a été une des grosses parties de mes travaux de thèse. Et on va voir que ces outils d'analyse scientifique qui vont être utilisés dans un projet de recherche-création, donc qui est venu dans un second temps dans ma thèse, qui était un projet destiné à créer, donc, par l'écoute des paysages sonores et le développement de connaissances scientifiques et artistiques, des nouvelles relations entre humaines et les environnements naturels. C'est un petit peu ambitieux, mais donc, j'ai pu travailler sur une méthodologie de recherche-création et un processus qui menait vraiment de la prise de son de terrain à la composition de paysages sonores, et ensuite mettre en place une installation sonore visuelle qui s'appelle Interstice sonore, qui est destinée à sensibiliser à l'écoute des paysages sonores et aussi évaluer l'effet de cette installation sonore sur le public. Donc ce projet de recherche-création, je vais vous en dire 2 mots. Donc je me suis vraiment posé cette question de comment créer ces nouvelles relations entre les humains humaines et les vivants et les vivantes. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre en passant donc par l'écoute des paysages sonores, mais aussi par la production et la transmission de connaissances scientifiques et artistiques. Donc pour faire ça, j'ai vraiment le cadre de la recherche-création, ça m'a fourni un cadre méthodologique qui m'a permis de faire collaborer les disciplines scientifiques et des pratiques artistiques. Et combiner écoacoustique et électroacoustique au sein de ce projet de recherche-création, ça m'a aussi permis de produire des savoirs théoriques, mais aussi sensibles. Donc j'ai mené une étude qui a été réalisée sur le parc naturel régional du Haut-Jura, parce que c'est un endroit où notamment on fait nos études scientifiques. Et du coup, là, je suis allée mener ce projet un peu particulier là-bas aussi. Donc je l'ai sélectionné pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce qu'il y a une variété d'espaces naturels présents sur place,
mais aussi c'est un territoire qui présente de nombreux enjeux de cohabitation entre les humains humaines et les non-humains humaines. Donc en fait, le PNR, il est vraiment à l'interface entre des logiques occidentales de protection de la faune et de la flore, et aussi des pratiques d'exploitation agricole et touristique. Donc c'était très intéressant. C'est aussi un PNR qui présente un fort potentiel artistique et écologique sonore. Donc probablement tous les PNR, j'imagine. Mais dans celui-là, il y a vraiment de nombreuses études scientifiques d'écoacoustique qui ont déjà eu lieu. Et il y a eu un fort investissement du parc pour la valorisation de son patrimoine sonore via de nombreux événements et créations artistiques bien avant que ce soit popularisé. Ils ont commencé il y a pratiquement 20 ans déjà à faire des événements autour de ça. C'est vraiment des précurseurs autour du son. Et j'ai aussi choisi de travailler sur un territoire rural de France hexagonale et pas en Outre-mer, parce que notre labo fait aussi des études dans d'autres régions et notamment en Outre-mer. En fait, j'ai choisi de travailler sur le PNR pour travailler sur des environnements qui, moi, me sont assez familiers et pour parler de relations avec les environnements avec lesquels je cohabite en fait, depuis assez longtemps. Et entre autres, dans une perspective de mettre en place une posture non colonialiste. Donc, mon étude, elle s'est focalisée sur 3 sites qui sont dispersés sur l'ensemble du PNR. Donc, des sites qui représentent des milieux assez caractéristiques, des paysages emblématiques du PNR. Donc une zone humide, une forêt et une zone qui est un peu entre rivière et milieu souterrain. Donc, je ne vais pas vous les présenter en détail, mais voilà, il y en a 3. Puis j'avais fait des prises de son un peu ailleurs aussi, mais principalement sur ces 3 endroits. Donc pour réaliser ces prises de son, j'ai choisi de centrer mes enregistrements sur le son du vivant, afin de transmettre des voix qui, moi, me semblent bien trop souvent étouffées. Porter l'écoute sur des sujets sonores non charismatiques, invisibles, minuscules, afin de visibiliser des sons qu'on n'entend pas habituellement. Et au cours de ce projet, je suis passée par plusieurs attitudes vis-à-vis de mon territoire d'études. Celle d'une posture vraiment écoutante, qui se voulait la plus neutre possible, et à celle d'une posture féministe intersectionnelle, où je me positionnais clairement vis-à-vis de mon territoire d'études. Et c'est une posture qui m'a permis de visibiliser et de critiquer aussi ma propre pratique artistique et scientifique. À la fois dans mes travaux scientifiques, mais aussi dans ma posture plus artistique. Donc il y a 3 missions de terrain qui ont été réalisées sur 3 saisons différentes. Donc, je suis allée faire des prises de son pendant ces 3 sessions. Et ensuite, ces enregistrements de terrain, ils ont été dérochés, classés, renommés, et j'ai obtenu à peu près 50 heures de matériaux sonores potentiellement utilisables. Ça fait beaucoup. Il fallait tout réécouter. Des trucs des fois pas foufou. Et à partir de toutes ces prises de son et de ces expériences de terrain aussi, puisque c'est aussi les moments vécus sur le terrain, j'ai composé 4 paysages sonores à partir de ces matériaux de terrain. Donc c'est 4 pièces qui proposent un cheminement entre écoacoustique et électroacoustique, donc une trajectoire entre quelque chose de plus objectif et subjectivité. Donc en fait les 2 premières pièces, donc là on les voit, en fait en haut on voit c'est le matériel la façon dont j'ai composé mes pièces, et puis en bas c'est les visualisations que j'ai faites. Et donc les 2 premières pièces, elles ont été composées à partir d'enregistrements automatiques, donc les enregistrements scientifiques quoi. Et les 2 dernières avec les matériaux sonores qui sont issus de mes prises de son à moi, donc avec une démarche qui est beaucoup plus sensible, plus artistique. Et les types de compositions mobilisées aussi, ils jouent sur cette notion d'objectivité et subjectivité. La première pièce, elle est montée avec un logiciel de statistique qui est R, et on voit le fond là en haut à gauche. C'est un logiciel de stats qui est utilisé en écologie. Et après, pour les autres pièces, je les ai montées avec un logiciel plus classique de montage, Reaper. Et les sons, ils ont été plus ou moins transformés, plus ou moins montés au fur et à mesure des pièces. Et après, les visualisations qui sont basées sur des analyses scientifiques, elles ont été réalisées pour guider l'écoute et puis aussi transmettre des informations sur des dimensions assez variées, à la fois écologiques, musicales, imaginaires. Ça dépend, il y a quelque chose de plus didactique à gauche, et après on va sur quelque chose peut-être plus qui va plus dans quelque chose de l'imagination. Je vais juste vous présenter rapidement la dernière pièce de ces 4 pièces, qui s'appelle Écotone aquatique. Donc c'est un écho d'un paysage sonore aquatique.
C'est une pièce qui est intégralement composée à partir de prises de son réalisées dans le PNR du Haut-Jura. Donc ici, c'est vraiment mon expérience et ma perception du PNR que je vais raconter, quelque chose entre réel et imaginaire. Et j'y évoque la notion d'écotone. Donc c'est en écologie, c'est une zone de transition entre deux écosystèmes. Et l'écotone, c'est aussi quelque chose qui peut être interprété de façon plus métaphorique ou aussi plus politique. C'est notamment la citation de la chercheuse Catriona Sandiland, qui est reconnue pour son travail sur les écologies queer, qui m'a beaucoup inspirée de façon générale, mais qui a aussi inspiré mes compositions. Et donc elle nous dit les lieux où les cultures, les natures, les mondes de vie, les expériences et les idées se heurtent et s'entremêlent sont des écotones. Les lieux en marge où la culture dominante est rencontrée et défiée par d'autres formes sont particulièrement fertiles en possibilités de changement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut percevoir quand on l'écoute. En tout cas, c'est quelque chose qui a été vraiment le fondement de ma pensée et de plein de choses aussi. Les écologies queer m'ont vraiment porté dans beaucoup de mes travaux, quoi. Donc les visualisations qu'on peut voir là à l'écran, elles guident l'écoute de cette pièce et puis elles viennent apporter des informations sur des gestes de composition aussi mobilisés. Et c'est une composition aussi visuelle qui propose vraiment un univers parallèle à celui du son, qu'on peut lire en même temps ou à côté. En tout cas, c'était l'idée. Donc la visualisation qu'on peut voir, elle est en deux parties. Donc on a en fond un sonogramme, c'est vraiment ce qu'on voit au fond, qui est coloré de trois manières différentes. Donc là plutôt rouge, là avec le bleu, et puis à la fin, c'est la dernière partie de la pièce. Et ça permet de souligner les trois parties de la pièce. Donc un sonogramme, ça se lit de gauche à droite, c'est le temps qui s'écoule. De bas en haut, ça va être les fréquences, plus graves ou plus aiguës. Et les différences de couleurs, ça va être les intensités. Donc en noir, c'est qu'il n'y a pas du tout de bruit. Et plus, là par exemple, plus on va vers le jaune pour la pièce pour la partie qui est à gauche, plus ça va être des sons qui sont forts. Donc en fait, on a des sons graves assez forts. Voilà. Et là, je pense que dans la deuxième partie, c'est plutôt le rouge qui va sur les sons qui sont assez forts. Et donc on peut voir en haut, alors je vais pas ça fait peut-être un peu des gros mots, mais ça s'appelle une BSTD. Donc c'est une visualisation qui est basée sur 3 indices acoustiques. On va montrer 3 informations en même temps, et qui est utilisée en musicologie, notamment pour représenter le timbre. Et donc là, elle va permettre de souligner des changements assez brusques qui contrastent avec un déroulé assez linéaire du reste de la pièce. Et c'est aussi complété à certains moments par une FBW, donc c'est encore une autre façon de visualiser le son, qui souligne certains éléments en fait, au moment de l'écoute de la deuxième partie de la pièce. On va avoir ces éléments, là les lignes, des espèces d'oscilloscopes, qui vont montrer l'arrivée et le départ de certains éléments sonores, et de les souligner, quoi. Donc, je me suis ensuite posé la question suivante, comment est-ce qu'on pouvait créer un espace d'écoute des paysages sonores et de transmission aussi de connaissances scientifiques et artistiques. Donc j'ai mis en place une installation sonore environnementale. Donc c'est une installation qui intègre des questions écologiques ou environnementales et qui permet de relier le son et le visuel au sein d'un même dispositif, qui donne une importance aussi au lieu dans la production de l'œuvre, mais aussi dans les endroits où elle est exposée. Donc c'est une type d'installation où la place du public qui s'engage vraiment dans l'œuvre en tant qu'écoutant, écoutante, et qui est aussi une composante même de l'œuvre, quoi. Je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que ça prend forme. Donc cette installation sonore environnementale, elle s'appelle Interstice sonore et elle est basée sur les 4 compositions visuelles et sonores qu'on a pu voir juste avant. Donc, à travers différentes expériences d'écoute qui sont guidées par ces visuels issus d'analyses scientifiques. Donc, cette installation, elle nous invite vraiment à porter notre attention sur des zones naturelles en marge et aussi à reconsidérer notre propre place au sein des environnements et des vivants vivantes. Donc il y a certaines des pièces qui sont interactives, donc c'est possible de modifier le son et les visualisations, de jouer sur ces 2 éléments en manipulant donc un contrôleur qui est posé sur un pupitre. Donc on peut le voir là sur la photo à gauche. On a le vidéoprojecteur en dessous et puis juste au-dessus, en fait les spectateurs peuvent jouer avec le son. Donc ça dépend des pièces, mais voilà, c'est possible à certains moments. Donc cette installation, je crois que c'était pour la fête des sciences à Jussieu, dans la fac de Jussieu, mais ça a été aussi réalisé au parc naturel régional du Haut-Jura et puis peut-être dans d'autres endroits à l'avenir, mais voilà.
Elle a vraiment été pensée aussi pour être toute petite et facilement transportable. Je voulais pas mettre en place une installation qui soit grosse et très coûteuse en énergie, donc ça rentre dans une valise, quoi. Tant qu'il y a un espace de diffusion à la fin. Voilà. Donc on va aborder vraiment les paysages sonores avec des informations scientifiques, mais aussi musicales et puis aussi intimes, et porter notre attention sur ces environnements. Et il y a aussi des tout petits qui ont assisté. C'était super, c'était trop cool parce que c'était pas spécialement pensé pour les tout petits. Et en vrai, je pense que ça a été une des personnes les plus attentives de toutes mes séances. Il était. Et du coup, moi, ça m'a aussi donné envie de travailler plus pour les enfants, pour les petits. Parce que c'est quand même important de donner accès au paysage sonore aux tout petits, quoi. Et pour finir, je vous propose d'expérimenter un petit moment d'écoute. Ça dure moins de 5 minutes. Et du coup, à vous concentrer sur ce qu'on va entendre. Alors, le son n'est pas forcément incroyable, mais voilà, on va essayer, on va faire ce qu'on peut. Et puis, si vous voulez aussi ne pas regarder ce qui se passe à l'écran, c'est possible. En fait, vraiment comme vous avez envie. Et je pense que je sens que ça va pas marcher sur ça, je dois ressortir un peu. Ouais. À chaque fois, ça fait ça.
Donc à savoir que cette pièce, quand elle est diffusée, elle est accompagnée aussi d'explications en amont, et puis il y a un curseur qui défile au fur et à mesure de l'œuvre. Donc là, c'est pas le cas parce que c'est un montage vidéo, et je pense que ça permet de suivre, c'est un peu plus facile aussi. Et ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup Adèle pour cette belle présentation qui a fait découvrir à un certain nombre d'entre nous, moi compris, un certain nombre de concepts et des pratiques de l'écoacoustique. On a parlé de beaucoup de choses, de paysages sonores, mais nous sommes particulièrement contents de t'avoir invité aussi parce que ta pratique est vraiment à la croisée, ou en tout cas se positionne de manière idéale par rapport à nos questionnements, au questionnement de ces séminaires, justement des zones de complémentarité, de discontinuité, de dialogue entre science et art. Et donc ta pratique que tu nous as si bien racontée d'écoacousticienne et en même temps de compositrice à partir d'une certaine manière de ce travail d'écoacousticienne est passionnant. Merci de nous avoir fait écouter le texte et merci aussi d'avoir, et ça aussi c'est très important pour nous, d'avoir questionné ton position de manière, on va dire, politique, ton positionnement de scientifique, ce qui est quelque chose quand même d'assez rare. Et donc voilà, c'est tous deux points qui, je pense, ont comment dire, résonné auprès des gens qui sont là dans leur pratique, dans leur recherche, ceux qui sont aussi en ligne. Donc on va en discuter tout à l'heure. Solange, est-ce que je peux te demander, puisque tu es là, de juste déplacer la caméra de manière à ce qu'on voit Ben. Ouais. Entre-temps, je présente Ben Debray, qui est notre deuxième intervenant aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de l'accueillir aussi à Pau. Ben est professeur de littérature anglaise à l'Université catholique de Louvain. Et il a été également chercheur aux universités de Maastricht et de Gand. Il est aujourd'hui l'une des voix les plus importantes de l'éco-critique européenne contemporaine. Notamment, je l'ai rencontré récemment, il était keynote speaker lors de la dernier colloque de la session internationale européenne pour l'étude de la littérature et de l'environnement. Et dans ces domaines, on va dire, de l'éco-critique, il a publié la monographie The Novel and the Multispecies Soundscape, publiée chez Palgrave Macmillan en 2020. C'est un ouvrage dans lequel il analyse la manière dont le roman contemporain met en scène des paysages sonores multi-espèces en articulant éco-critique, sound studies et animal studies. En dehors de cette spécialisation éco-critique, il est également l'auteur de Wolfgang Iser et Companion, publié chez De Gruyter en 2012. Et il a par ailleurs dirigé plusieurs volumes collectifs importants, parmi lesquels Literature Now, Key Terms and Methods for Literary History et Planetary Memory in Contemporary American Fiction avec d'autres chercheurs. Donc ses recherches les plus récentes portent sur les représentations littéraires de réfugiés climatiques et sur les formes du réalisme climatique dans la fiction contemporaine, avec des contributions à apparaître dans des volumes comme The Refugee and Literature et The Anthropocene and Literature chez Cambridge University Press. Et il travaille récemment aussi un peu sur des questions d'intelligence artificielle, le rapport entre intelligence artificielle, océan et biodiversité dans les romans contemporains. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Je le remercie par ailleurs de faire l'effort de parler en français, qui n'est pas sa langue de travail. En vrai, il parle très bien, mais il s'excuse par avance. Et évidemment, pour les questions, je l'autorise bien sûr à passer à l'anglais s'il se sent plus à l'aise et s'il y a des passages un peu compliqués. Voilà. En général, je crois que à peu près tout le monde va te comprendre. Et sa communication aujourd'hui s'intitule « Quand la biodiversité comptait, son guerre et récit de l'extinction ». Merci beaucoup Ben. Oui, donc merci Ricardo pour
pour cette introduction exagérée et aussi pour l'invitation et organiser cet échange. En fait, il y a pas mal de liens entre ma conférence aujourd'hui et l'autre conférence. Yes. Même si tout ça veut dire aussi que je dois suivre cette présentation assez intéressante, assez passionnante. Donc je vais parler en français et c'est compliqué pour moi, donc désolé déjà. Et ça veut dire aussi que j'ai triché un tout petit peu. Il y a pas mal d'extraits en fait en anglais, vous le verrez. Je dois peut-être aussi dire, avant de commencer, que cette présentation en fait est un peu compliquée dans le sens où en fait ce sont deux mini-présentations. Je vais résumer brièvement ce livre dont Ricardo a parlé, avant de parler de quelque chose qui est tout à fait nouvelle, lié à ce roman de Maria Reva. Et donc, je vais faire ça plus ou moins dans trois étapes. D'abord, je vais résumer ce livre. Cette partie est intitulée Narrer le phonocène. Après, je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, il est peut-être utile, même peut-être nécessaire, de repenser le débat un tout petit peu. Les récits sur la biodiversité, je pense que le monde est en train de changer, a déjà changé peut-être, et donc peut-être il est utile, nécessaire de repenser les choses. Et après, je vais parler de ce livre, Handling de Maria Reva. Mais donc, oui, donc je vais commencer en fait par récapituler, parce que nous avons déjà entendu, nous avons déjà parlé de tout ça. Donc, vous le savez en fait que la crise écologique n'est pas seulement le changement climatique et la pollution, des choses qui sont peut-être plus connues, mais aussi il y a une autre crise de la biodiversité, de l'extinction des espèces. Et il y a en fait plusieurs penseurs, plusieurs penseuses qui ont dit que cette crise, la crise de la biodiversité, a une dimension sonore, ce qui n'est pas nouveau à ce moment-là, dans la journée. Mais donc, une dimension sonore, en fait, il y a des gens comme Ed Young qui disent en fait que c'est un sensory crisis. Pas seulement une crise de la biodiversité, mais aussi une crise sensorielle. Et en fait, nous avons déjà parlé de ça. En fait, le nom de Krause était aussi dans l'autre présentation, en fait. Donc, c'est assez connu dans ce monde, dans ce champ. Donc, Bernie Krause a fait des enregistrements de sons de la faune à travers le monde, pas seulement aux États-Unis. Et il a remarqué, ces enregistrements ont montré, nous en avons déjà parlé encore une fois, il a remarqué que les sons en fait de différents animaux sont liés, certains systématiques, mais aussi qu'ils sont menacés au fil du temps. Vous pouvez le voir ici, 2004 jusqu'au 2015, mais clairement, ces sons sont en train de se simplifier, en fait, de diminuer, en fait, de disparaître. Et donc, il est nécessaire de faire des enregistrements et d'en parler. Donc, plusieurs personnes ont aussi dit que la crise écologique n'est pas seulement une question technique, une question scientifique, qu'en fait, cette crise a aussi des racines culturelles, et donc que nous avons aussi besoin des solutions culturelles. Plusieurs gens ont dit que l'idée de la nature comme une ressource humaine, est liée à cette idée d'une nature brute dans le sens où la nature n'a pas de voix. La nature silencieuse est une idée liée à l'idée en fait que nous pouvons instrumentaliser la nature sans problème. Donc il y a des racines, des causes, disons, culturelles, mais aussi cela implique que la crise écologique nécessite peut-être des solutions culturelles. Des solutions culturelles qui, dans ce contexte, impliquent l'attention et l'écoute attentive. Et dans ce contexte, il y a plusieurs gens, par exemple Merlin Sheldrake, mais aussi des autres, qui utilisent dans ce contexte la notion de polyphonie pour dire que, bon, nous avons besoin de reconnaître, d'identifier
la polyphonie que nous sommes en train en fait, de diminuer ou de détruire. Et un de ces gens, un de ces penseurs et penseuses, est Vincent Desprez, une penseuse philosophe assez renommée. Ils sont en train de traduire ses publications aussi en anglais maintenant. Donc, elle a essayé en fait de résumer ces conditions en les nommant le phonocène. Pas l'anthropocène, mais le phonocène. Et elle dit que vivre notre époque en la nommant phonocène, c'est apprendre à prêter attention au silence qu'un champ de mer peut faire exister, c'est vivre dans des territoires chantés. Ce n'est pas oublier que ces champs sont en train de disparaître, mais qu'ils disparaîtront plus si on n'y prête pas attention. Et donc, nous devons être attentifs à ces territoires chantés, ces territoires animés, ces territoires habités. Titre habité en oiseau, habité dans des territoires chantés. Ce que je trouve assez beau, territoires chantés. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui essaie de répondre à tout ça dans ce livre, The Novel and the Multi-Species Soundscape, où en fait, j'ai tenté d'analyser plusieurs, je les appelle des zones de contact. Contact zones, ce qui est en fait une idée, une notion que j'emprunte de Marie-Louise Pratt. Des zones de contact impliquant des sons, des médias, des animaux, des éditeurs, des auditrices humaines. Et donc, dans le contexte original, c'est un concept postcolonial, comme Marie-Louise Pratt le définit. I use this term to refer to social spaces where cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths. Selon moi, il y a certainement une asymétrie similaire, pareille, dans le contexte des relations entre les êtres humains et les êtres non. Donc, des zones de contact. Tout ça. Oui, en analysant des sons, en parlant des sons de l'audition et des choses comme ça, je trouve assez important aussi de souligner les idées de Jonathan Stern. Un nom assez important, un nom classique peut-être, dans le champ de Sound Studies. Et je vais l'expliquer. Donc, dans mon livre, j'insiste sur le point qu'en fait, en analysant ces paysages sonores multi-espèces, ce qui est assez compliqué, paysages sonores multi-espèces, en analysant ça, je souligne le fait que ce sont aussi des écologies médiatiques. Pour en fait insister sur le fait que les sons ne sont pas simples, que les sons en fait sont souvent technologiques, sont en fait historiques. Et c'est nécessaire de dire ça parce que, comme Jonathan Stern a montré, quand des gens parlent des sons et des images, il y a une tendance de parler d'une certaine manière de ces sons, ce qu'il appelle la litanie audiovisuelle, the audiovisual litany, où en fait les gens disent des choses comme les sons sont immédiats, immersifs, et les images sont à distance, sont plus objectifs, ne pas immersés dans l'environnement, dans le paysage, etc. Et donc il y a plusieurs idées en fait associées à cette opposition entre les images qui sont plus ou moins mauvais et les sons qui sont plus ou moins positifs. En tout cas, les images sont évidemment historiques et culturelles et les sons ne sont pas. C'est ça en fait le but ou le message de cette litanie audiovisuelle. Et donc, selon Stern, ça ne fait pas du sens. Il est nécessaire de dire en fait que the sonic dimension of human life inhabits a space inside history. C'est pas vrai en fait que les images sont plus culturelles, sont plus historiques et les sons sont plus naturels, etc. C'est pas vrai. Et donc pour cette raison-là,
j'ai essayé dans ce livre de dire, bon, analyser des sons aussi dans des romans et des textes littéraires, ça veut dire évidemment que ces sons sont médiatisés. Ce sont des effets technologiques, pas des sons naturels non historiques. Et donc, les zones de contact impliquant plusieurs espèces, ce sont aussi des écologies médiatiques. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de faire ça, en fait. De faire des analyses qui, j'espère, sont attentives aux différentes espèces animales, et pas seulement ces romans, aussi des romans plus anciens, en fait. Des analyses attentives aux différentes espèces animales et aussi attentives aux différents rôles sociaux de ces espèces, de ces animaux, pas seulement des animaux sauvages, aussi des animaux de compagnie, animaux de la ferme, animaux qui sont utilisés en fait dans des laboratoires et des choses comme ça. Donc plusieurs espèces, plusieurs rôles sociaux, mais aussi attentives, j'espère en tout cas, aux différentes communautés, différents auditeurs, différentes auditrices humaines, y compris en fait des contextes et des individus, des communautés liés aux vétérinaires, opérateurs et opératrices de sonar, etc. Tout ça dans ce livre magnifique. Peut-être un petit exemple. Donc, c'est le dernier chapitre, je pense, de ce livre. J'ai essayé d'utiliser ce livre qui est malheureusement pertinent, reste pertinent aujourd'hui, et qui est tout à fait magnifique. C'est un livre, c'est incroyable. C'est quelqu'un, en fait, dans le champ de Sound Studies, et il a en fait essayé de comprendre et d'analyser le paysage sonore des guerres. Et ce qu'il fait avec ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et donc j'ai essayé d'utiliser ça dans ce chapitre pour essayer de comprendre les paysages sonores, les sons, les auditeurs, auditrices, des romans un peu spécifiques, peut-être un peu bizarres, des romans qui ne sont pas, disons, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan idéologique, tout à fait parfait, des techno-thrillers, où en fait des gens sont dans des sous-marins et en train en fait d'écouter le paysage sonore aquatique en fait. Et donc j'ai un passage assez court de Sounding de Hank Searles, où en fait nous sommes en train d'écouter un opérateur de sonar russe, et il parle en fait de... Pardon, c'est plus facile. Donc, at the Leninsky Higher Naval School of Submarine Navigation, he had taken the standard course in biosonics. Sound garbage, the officer students called it. It encompassed all the living voices of the sea, from pistol shrimp and croakers to weddell seals and humpback whales. The class was meant to teach sonar operators the background noises of the oceans, so that their ears could pick from it the whir of NATO subs. Ça reste pertinent, malheureusement. Listen, comrade, his instructor explains. Cachalot, the whale, bound, is nothing more than a pig who dove below, belched, heard an echo, found food, and got found. He wondered now if the professor had ever really listened to the tapes he played in class. No musician, in the hearing of an echo-sounding sperm whale, could confuse him with the pig. Et donc, très clairement, des sons différents, des auditeurs, auditrices différents sont cruciaux ici. Il y a des gens qui disent, mais bon, ce sont pas des sons, ce sont des bruits. Ces animaux ne sont pas intelligents, etc. Mais il y a aussi des autres personnages, en fait, qui disent, non, en fait, ces animaux sont intelligents, sont en fait des musiciens. Donc, ce type de contraste est super important, pas seulement dans ce chapitre, mais dans tout ce livre et en fait dans pas mal des romans récents. Oui, et donc très brièvement, ce livre, The Novel and the Multi-Species Soundscape, fait partie en fait d'un champ assez complexe maintenant,
une série de publications en fait qui essaient d'analyser et de comprendre des récits de la biodiversité et des romans qui parlent de la biodiversité. Donc certaines de ces publications, y compris mon livre, soulignent en fait la nécessité de réfléchir sur la crise sensorielle et en fait aussi la crise émotionnelle, question de l'espoir, etc., qui sont associées à cette crise de la biodiversité, peut-être à la crise écologique plus générale. Il y a aussi des autres publications sur la biodiversité qui parlent précisément de l'histoire littéraire. Notamment une publication aussi intéressante, je pense, où Andrew Piper a montré en fait, en utilisant des techniques distant reading, contre une autre publication qui a dit l'inverse, a montré en fait que la biodiversité n'est pas en déclin dans la fiction, ce qui est assez intéressant. Mais donc il y a des publications sur la crise sensorielle, la crise émotionnelle, sur l'histoire littéraire, et aussi plusieurs publications en fait qui parlent de la complexité de ce sujet et des récits en fait qui essaient de parler de ce sujet. Par exemple, Elizabeth Callaway a dit que c'est tout à fait nécessaire de distinguer strictement entre des récits d'extinction et des récits de la biodiversité. Parce que des récits d'extinction, en fait, parlent souvent d'une espèce, d'une seule espèce. Et n'essaient pas, en fait, de parler de la biodiversité. En fait. Et ça, des récits de la biodiversité, des récits propres de la biodiversité, selon Callaway, cela doit impliquer at least dozens of species. Sinon, ce ne sont pas des récits de la biodiversité. Il y a aussi, évidemment, la publication classique, maintenant, je pense, de Ursula Heiser. Une publication qui souligne le fait que la crise écologique, la crise de la biodiversité, n'est pas seulement une crise scientifique, mais que cela implique en fait des questions culturelles super importantes. Elle a aussi montré que le modèle dominant de ce type de récit de la biodiversité présente des biais taxonomiques. Les romans, en fait, ont la tendance de parler de charismatic megafauna, donc des biais taxonomiques, parler de certains types d'animaux, et qu'en fait, quand ces récits parlent de la biodiversité, en fait, c'est pour vraiment dire quelque chose sur l'histoire nationale. Quand nous sommes en train de lire un roman sur l'extinction des espèces en Australie, par exemple, nous en avons déjà parlé, ça veut dire qu'automatiquement, en fait, c'est un récit sur la nation et l'histoire nationale, pas seulement sur la biologie, comme, en fait, Heiser a montré. Oui, et peut-être finalement, une autre publication que je veux mentionner ici, parce que, pour la suite, en fait, c'est la publication de Heather Hauser, qui a parlé du fait que plusieurs récits écologiques, le sujet principal, en fait, c'est l'expérience d'être submergé, je ne sais pas, inondé, quelque chose comme ça, l'expérience de ce qu'elle appelle infowell. Nous ne savons pas en fait quoi faire avec ces infos tragiques, l'expérience des infowell. Donc, elle montre dans son livre comment en fait plusieurs romans, mais aussi plusieurs installations, plusieurs autres types de culture et d'art montrent how environmental culture takes up scientific information and proposes alternatives to mastery. La maîtrise, la domination liée à en fait ces infos scientifiques. Donc plusieurs publications existent déjà sur la biodiversité dans la culture. Et ça marche. Ces publications sont top, sont utiles, je pense. Je peux montrer ça très brièvement en vous montrant en fait un extrait de ce roman au milieu ici, Once There Were Wolves, de Charlotte Montgomery, un écrivain en fait qui a publié plusieurs romans en fait maintenant, et tous ces romans parlent de la biodiversité. C'est son profil. Et donc oui, il y a une citation ici qui parle des sons des loups. Et il y a
pas seulement ces sons et ces animaux, mais il y a aussi, encore une fois, des auditeurs et auditrices qui sont en train d'écouter. Et évidemment, ce passage ne parle pas seulement de ces animaux, mais aussi de ces êtres humains. I press play on the audio file and the sound slowly swells, the sound slowly swells out to envelop us. At first, birds. A call passed back and forth between two birds. The cries of ravens flying overhead and the air swishing by their wings. The chirps of smaller birds, crickets in the grass, leaves rustling. All the tiniest sounds of a forest, an ecosystem in balance and so calming. I see Duncan's entire demeanor change, the muscles in his face and shoulders relax. And then comes something else, raising the hairs on my neck. It sounds like a distant ocean, or the first stirrings of a storm. That's the sound of wolves whispering, two separate packs, speaking to each other. Nobody knew they did this until they were recorded. I want him to see them, to see wolves, the way I do. I knew playing him this would swallow us, and it has. Duncan lifts my hand to his lips. Et donc, je voudrais montrer ça, je voulais montrer ça, pas seulement pour dire que bon, ces publications, ça marche, me permettent en fait d'expliquer des passages et des romans comme ça. Néanmoins, ça reste un peu bizarre qu'en fait, ces sons quasi magiques, en fait, initient une scène romantique et très intime, ce qui est un peu bizarre aussi. Et ça, en fait, ça nous mène vers l'autre part. Donc ces publications restent utiles, ça marche, mais ils sont en train peut-être de devenir moins utiles, peut-être en train de devenir obsolètes. Maintenant, je ne sais pas que cela est vrai, je ne dis pas que cela est vrai, mais il pourrait sembler, je pense, que la biodiversité apparemment ne compte plus. Là, clairement, maintenant il y a un rejet politique ou des politiciens, politiciennes autoritaires, je ne les nomme pas, y compris aux États-Unis, évidemment, rejettent pas seulement l'écologie, ce qui est déjà très mauvais, évidemment, mais aussi la valeur de la diversité qui y est associée. Moins explicite peut-être, mais aussi problématique, c'est qu'il y a aussi une retraite politique où des politiciens, politiciennes centristes, y compris aux Unions européennes, sont en fait en train d'abandonner des initiatives et des règles environnementales. Et donc maintenant, vu ce contexte, je ne vais pas parler de ces publications en détail, ça coûte beaucoup de temps, trop de temps. Il y a certaines publications maintenant qui sont en train de paraître, qui sont super utiles, super intéressantes, qui suggèrent en fait qu'il est nécessaire de repenser ce que nous sommes en train de faire, qui est les publications anciennes ne fonctionnent plus ou pas tout à fait. Parce qu'il y a un rejet politique, parce qu'il y a une retraite politique, mais aussi parce qu'en fait, les dernières années, les auteurs et les autrices se sont tournés vers des autres sujets plus urgents, à savoir la Covid, les intelligences artificielles, la Palestine, l'Ukraine, etc. En plus, finalement, on peut peut-être aussi dire que les récits et les romans sur la biodiversité sont devenus standardisés. Standardisés et donc moins innovants, dans le sens aussi que maintenant, dire que nous devons aller au-delà de l'humain, et j'ai dit ça aussi, c'est vrai, mais dire ça n'est peut-être plus surprenant, et ça veut dire aussi que nous devons repenser les choses un tout petit peu. Pour illustrer ça, je peux revenir à Charlotte McConey, parce qu'en fait, très clairement, ce type de récit est en train d'être standardisé. C'est le gimmick de son profil, en fait, de publier des romans sur la biodiversité, chaque fois. Donc c'est en train de devenir, pas seulement un modèle, mais quelque chose qui est super standardisé dans un contexte où, en fait, ces questions sont en danger, en fait. Et donc, je vais essayer, dans la deuxième partie, de parler d'un autre roman, un roman Handling, qui est peut-être utile si nous voulons repenser les choses un tout petit peu. Oui, donc, j'ai pas de
je ne connais pas de mot en français pour longlisted, a été nommé, Ça fait partie de la première sélection. longlisted. C'est le début de Maria Reva, une écrivaine canadienne d'origine ukrainienne. Elle a été nommée pour le Booker Prize. C'est un roman assez complexe avec plusieurs plots, plusieurs intrigues. Mais un de ces intrigues, en fait, implique le protagoniste Yeva, ce qui veut dire Eva, ce qui veut dire alors première femme, ce qui est impliqué. Plusieurs personnages, en fait, font des remarques liées. Elle est une biologiste qui a tenté, elle est en train d'abandonner son projet, qui a tenté de sauver des escargots menacés d'Ukraine, avec l'aide d'un laboratoire mobile qui n'est pas financé par l'État, mais par elle-même, par en fait travailler pour une agence matrimoniale internationale. Donc il y a une dimension super explicite, une dimension féministe super explicite aussi. Donc elle fait ça, elle est en train d'abandonner son projet, et quand la Russie envahit l'Ukraine, un escargot en danger critique de l'extinction est observé à Kherson, et Yeva doit donc retourner vers l'est, près des lignes de front, avec le seul autre individu de cette espèce dans son laboratoire. Dans un entretien, Reva a dit, pas seulement que, c'est vrai, cette question de l'extinction des escargots en Ukraine, c'est un vrai problème, mais elle souligne aussi, évidemment, la dimension allégorique de son récit. Elle dit dans son entretien, I sense this underlying fear of extinction among Ukrainians, cultural extinction, linguistic extinction, existential extinction. Et nous pouvons comprendre ça avec l'aide de plusieurs publications que je ne vais pas résumer en détail, mais peut-être dire quelques mots sur, d'abord, Tom Van Dorn. Ce qui est un chercheur assez renommé, important, vous connaissez le nom peut-être. Il dit plusieurs choses qui sont intéressantes, je pense. Très très brièvement, il dit que chaque épisode d'extinction a son propre récit. Donc l'extinction en général n'existe pas, ce qui est en fait assez intéressant. Il dit aussi qu'il y a un problème de biais, évidemment. Les escargots do not always generate a lot of concern. Même si en fait le danger pour ce type des animaux en fait est très 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 sérieux. Finalement, il dit aussi que storytelling est important. Stories can thicken and enliven our understanding of what particular extinctions mean. Donc, nous avons besoin de récits bons, bien. Aussi des récits d'escargots. Donc, clairement, Endling rappelle tout ça. Endling rappelle les récits d'escargots de Van Dorn, rappelle aussi le modèle narratif dominant analysé par Heise. Parce que très clairement, le roman et Yeva tentent de combattre les biais taxonomiques contre les escargots. En plus, ce roman rappelle les publications de Cymbaluk et Victoria Amelina parce que clairement, il humanise des personnages ukrainiens qui se soucient des animaux. Et le roman établit aussi un lien entre le sort incertain de cette espèce et l'avenir incertain de la nation, ce qui veut dire que le récit devient une allégorie. Je ne vais pas lire tout ça en détail. Deux passages, en fait, deux extraits qui montrent que dans des autres textes qui parlent de l'Ukraine et de la guerre, il y a des passages, des anecdotes, en fait, qui soulignent le fait que les personnages et même les individus réels ukrainiens sont, ces extraits, en fait, humanisent ces personnages et ces individus en montrant qu'en fait, ces gens se soucient des animaux. Par exemple, ici, à la fin, woe was the time, même dans ces conditions, woe was the time to save the smallest insect and each other. Un passage comme ça utilise des animaux pour montrer en fait que ces gens sont des gens humains. Parce qu'il y a beaucoup de sympathie pour des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y a eu? Magnifique, hein? Tout à fait magnifique. Van Dorn me montre, c'est incroyable. Mais Endling reste différent aussi.
Parce que d'abord, il suggère que la valeur de la préservation de la biodiversité n'est pas claire, ou n'est plus claire, dans le contexte de la guerre. Il réfléchit aussi de manière critique sur des images et des récits allégoriques, parce qu'ils peuvent être manipulés pour des raisons impérialistes. C'est une différence avec le modèle de Heiser. Finalement, il réfléchit de manière assez critique sur la capacité même de l'écrivain de narrer ce récit par des stratégies métafictionnelles multiples. C'est différent aussi. Par exemple, il y a ce passage où Yeva dit que oui, c'est nécessaire de faire ça, sauver les escargots, nous faisons ça, etc. Yet against the wails of the air raid sirens, Yeva knew the argument would fall flat. C'est intéressant, c'est urgent, c'est nécessaire, mais dans ce contexte, il y a des choses qui sont plus urgentes. Il y a aussi des passages, en fait, qui montrent que nous devons être prudents avec des récits allégoriques nationalistes. Il y a en fait un épisode assez long, assez important, où l'armée russe est en train de tirer un documentaire, et clairement c'est problématique, et c'est un documentaire allégorique. C'est une allégorie aussi, ce qui suggère que des autres allégories comme Endling sont peut-être problématiques aussi. Il y a the director, Russian director. The burning tree would symbolize chaos and radicalism, he said. But a soldier, a Russian soldier, would be kind enough to extinguish the flames, bringing peace and stability to these wild lands at last. Les récits allégoriques peuvent être dangereux. Il y a aussi plusieurs passages et plusieurs personnages, en fait, qui suggèrent que peut-être Marie et Reva, et peut-être Ben de Bruijn, ne sont pas les personnes les plus adéquates à raconter tout ça. Plusieurs personnages expats, en fait, qui ne sont pas des vrais citoyens ukrainiens, semblables, en fait, à Maria Reva, des passages qui disent, en fait, clairement ironiques, « Tell us, Miss Voice of Ukraine ». C'est difficile à dire des choses comme ça, à raconter des histoires comme ça. C'est seulement pour montrer une autre stratégie métafictionnelle, donc au milieu du roman, c'est terminé, c'est fini. Il y a une fin tout à fait fausse, mais des stratégies métafictionnelles comme ça qui en fait compliquent la possibilité même de raconter tout ça. Okay. Donc il y a plusieurs intrigues dans ce roman. Aussi l'intrigue de Nastia, qui est une activiste et une fille en fait d'une activiste, qui veut en fait kidnapper, enlever des clients étrangers d'une agence matrimoniale, cette dimension féministe, de façon assez spectaculaire et médiatisée, pour attaquer l'industrie du mariage avec l'aide du lab mobile de Yeva. Ce qui est important pour nous, c'est que ces clients étrangers, qui sont kidnappés, refusent de croire à l'invasion, même lorsque la guerre est clairement réelle. Ça veut dire que l'autre dimension de ce texte, c'est en fait le déni. Analyser des mécanismes culturels du déni. Et donc, Endling rappelle des autres livres, aussi des livres magnifiques en fait, plus magnifiques que mon livre, pour être tout à fait honnête. Mais bon, de Min Young-sung et Alan McDuffie, qui montrent comment des récits sur la crise climatique, mais aussi sur la révolution darwinienne au XIXe siècle, comment ces récits illustrent et interrogent les formes différentes de déni. Différentes formes, le déni des faits, changement climatique n'existe pas. Le déni des implications des faits, changement climatique, ça existe, mais c'est pas si mauvais, il ne faut pas s'inquiéter. Le refus d'intégrer les faits dans nos vies, changement climatique, c'est vrai, c'est très mauvais, mais ça ne veut pas dire que nous devons changer les choses, etc. Et aussi, comme Song montre, quelque chose qui est encore plus complexe, l'organisation sociale du déni. Une forme de déni quotidien qui est assez important selon nous. Et ce sujet est important, certainement dans ce contexte-ci, compte tenu du fait que, comme Peter Pomerantsev a montré en fait,
que la Russie est aussi en train de mener une guerre d'information. Et que, en fait, les médias sociaux en fait, sont en train de mener une guerre d'information aussi. Et donc, autrement dit, le sujet majeur dans des romans plus récents, c'est peut-être pas Infowell, comme Heather Hauser dit, mais Misinfowell. Parce que nous sommes dans des conditions qui sont analysées par des gens comme Peter Pomerantsev. Encore une fois, Endling reste un peu différent. Parce que d'abord, il crée un contraste clair, qui n'existait pas en fait dans les récits analysés par Song et McDuffie. Un contraste clair entre ceux qui refusent de croire et ceux qui acceptent la réalité. Ce qui veut dire plusieurs fois en fait entre l'Ukraine et le reste de l'Ouest. En fait. Il nuance ce contraste aussi par l'hésitation de l'autrice quant à son droit de parler au nom du peuple et aussi parce que sa complicité en fait dans les pratiques du déni. Encore une fois, cette stratégie de métafiction. Finalement, et intéressant peut-être pour nous aujourd'hui, c'est aussi que le roman attire l'attention sur des sons qui sont assez clairs, des sons de guerre en fait, mais des sons qui en fait deviennent étonnamment ambigus pour ceux qui refusent de croire ce qu'ils entendent. Il y a aussi une déni sonique ou quelque chose comme ça. Oui, et j'ai deux slides ici. Tout d'abord pour montrer en fait que le déni, le refus d'accepter la guerre, est lié plusieurs fois au refus de faire face à la crise écologique. Je ne vais pas lire tous les extraits, ça dure trop longtemps. Mais plusieurs fois en fait, les gens ne veulent pas croire qu'en fait il y a une guerre, il y a une invasion, des choses comme ça, etc. C'est lié en fait à des gens qui disent bon, la crise écologique n'est pas très importante non plus. Par exemple, ce passage à la fin ici. The war was indeed real, and they were right in the middle of it. The war, in fact, was a disaster too vast to behold at the moment, like climate collapse. Ce sont des problèmes majeurs, et le déni culturel de la guerre est lié à ce déni culturel de la guerre, de la crise climatique. Et donc, il y a aussi une dimension acoustique, sonore, liée à ce problème, ce sujet de déni. J'ai déjà, en fait, suggéré qu'en fait, le contraste, de temps en temps, est assez clair entre ceux qui croient, ceux qui refusent de croire, mais aussi, de temps en temps, entre les sons, disons, non charismatiques de l'armée russe, et en fait, des autres sons, des sons, par exemple, a folk song about the red viburnum plant. Contraste assez clair. Mais il y a aussi plusieurs passages, en fait, où des auditeurs et des auditrices sont en train d'écouter des choses assez claires et de dire, mais non, c'est pas vrai. Le déni acoustique. Par exemple, a great Bundy crack as if a truck had crashed into a cement wall. A car accident? Or a gas explosion nearby, it's just fireworks. Right? Ce sont en fait des sons des explosions, des bombes, etc. It's just fireworks. Et il y a en fait plusieurs passages comme ça qui montrent que des gens sont super créatifs quand ils doivent en fait se faire croire que tout ça n'est pas la réalité en fait. Alors, je dois terminer avec ma conclusion. Donc, j'ai essayé de montrer très brièvement et trop rapidement peut-être, mais bon, que si nous voulons narrer la biodiversité aujourd'hui, peut-être il est utile de prêter plus d'attention au sens, au son, mais peut-être aussi au déni culturel, un problème which is back. Mon argument montre aussi, en fait, ou développe des arguments de deux autres chercheuses, en fait. Adeline Jones-Putra, par exemple, a montré que des stratégies postmodernes peuvent être utiles pour des récits sur le changement climatique. Et je pense, en fait, que Maria Areva montre que ces stratégies peuvent être utiles aussi
pour des récits sur la biodiversité. Des stratégies métafictionnelles, par exemple. Je pense aussi qu'un roman comme ça montre que Jennifer Hamilton et ses collègues, qu'elle a raison. Elle a en fait dit que nous sommes souvent en train de dire des choses comme « nous avons besoin de plus de récits ». Tom Van Doren fait ça aussi. Ce que nous avons plus de récits. Jennifer Hamilton et ses collègues appellent ça « stories ». La solution, c'est plus de récits. Et en fait, Hamilton et ses collègues disent qu'en fait, nous n'avons pas seulement besoin de plus de récits, nous avons besoin de plus de lecteurs et lectrices. Surtout des lecteurs et lectrices critiques et créatives, qui est certainement nécessaire pour un roman complexe, expérimental, etc., comme Endling. Et c'est clair que cela est surtout nécessaire dans un monde de déni et désinformation. Voilà. Finalement, je pense aussi que Endling montre que les publications qui existent déjà sur la biodiversité et sur la crise écologique, par exemple Imagining Extinction, mais aussi Sense of Place and Sense of Planet, doivent être modifiées un tout petit peu. Ursula Heise, dans cette publication, elle dit en fait que nous avons besoin de ce qu'elle appelle eco-cosmopolitanisme. Nous sommes tous en fait des citoyens et citoyennes de la planète, quelque chose comme ça. Mais non. Mais non, Yeva dit ça très clairement dans Endling. Ou un autre, il est canadien, si je ne me trompe pas en fait. Un autre personnage tried to convince her that home could be anywhere. The planet was our home. Yeva used to think that way too. I can't leave the country. There's too much work to be done. Donc peut-être il est utile maintenant, même si ces publications restent utiles, que nous développions des autres outils, des autres stratégies méthodologiques pour analyser, pour narrer la biodiversité, pour analyser les récits de demain sur la biodiversité.